더 뒤도 유티 삶이 자리 자는 곳에 털려요 바다라기는 어찌비 생기 좋아하는 많았죠 어전이 밑바유 어떤 다와만 부시되게 잘라대 얘니 동긴 점당 숨쳤던 어디 처졌다며 어디랑 잔비 주렁대 사도는 니던 거실라 짝바래 형이 다진 듯 갈지러나 소위는 나세 샘날의 집이 저가는 니 담강대요 선바위에 내디니 닮은 저가는 소비가 도망가 소비도 아래서 내가 주라린 데 손은 샘나니 거리 저가는 니가 강대요 샘바유 거리 저타도 위 저강대요 저가나요 나랑 산생 그 동바디동 잘난 돈이 샘 다른 집에 그당 동샘 디당 혈발랑 소리당 도발이 어제니 제위 저라요 사건을 띠던 데드가이 마히 감비 처진 듯 잠비 마치세 난 요새 나랑 주지 않은 삶의 장이 Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'éveiller un petit peu. Du coup, merci pour l'attente. Bienvenue au 24e Festival culturel du Tibet et des peuples de l'Himalaya. Nous avons l'honneur d'être avec le professeur Nicolas Schneider qui va présenter. En fait, on a la chance d'être à la première de son film qui s'appelle Kalma Situe, lignée suspendue et portrait intérieur. Je vous remercie d'être là aujourd'hui parmi nous. Je vais vous présenter brièvement au public afin qu'ils connaissent davantage votre parcours. Vous êtes ethnologue et tibétologue. Votre thèse en fait a vraiment porté sur les nonnes bouddhistes et leur organisation conventuelle. Et vous êtes spécialisé vraiment sur le parcours des Kanjoma, qui sont les saintes tibétaines. C'est ça? D'accord. Et du coup, vous avez mené des recherches vraiment très très profondes et poussées sur le bouddhisme tibétain du point de vue féminin. Donc aujourd'hui, on va assister à la projection du film en présence. Elle est aussi la réalisatrice du film et elle sera rejointe par le monteur du film qui va arriver très prochainement. Du coup, de Maël Mason, le monteur du film. Voilà. Je vous laisse présenter le film. Par la suite, il y aura une session questions-réponses pendant laquelle vous pourrez interagir directement avec le professeur Nicolas Schneider. Je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci. Oui, donc là, c'est un peu un nouvel champ de recherche que je mène sur des artistes tibétains. Donc ça, c'est pas le premier portrait ethnographique que j'ai fait sur un artiste, mais le deuxième et peut-être le premier qui est un peu plus abouti en tant que film. Donc l'idée derrière, en fait, c'est que je suis en train de dresser plusieurs portraits d'artistes. J'avais fait un tout premier film sur une femme, puisque je suis spécialisée sur les femmes en général. Et j'avais découvert en fait qu'en parlant avec des artistes sur leur art, sur la signification de leur art, en fait, il y a beaucoup d'informations sur l'histoire tibétaine et la perspective aussi de l'artiste sur leur culture. Et donc je trouvais que c'était intéressant comme format de recherche, peut-être plus accessible au grand public, mais même pour les chercheurs, de faire une série aussi de portraits pour avoir différentes perspectives sur l'art. Et puisque cette année, le festival a pour sujet la préservation de la langue, là on est aussi dans la préservation et aussi d'une forme de langue artistique en l'occurrence, que je vous laisse découvrir.
maintenant. Donc vous pouvez rester après, il y aura une session avec des questions et réponses. Merci. When I was small, as an orphan, art is always with me to create my own world. And this is something that I keep it very private. And the art is always where I can create my own world and completely stay in my own zone. So it's kind of like a space where I feel comfortable. That is the one thing that I survive from small onwards. I try to tell my own story, how I see things, how the physical contact leads to the attachment, how physical contact leads to the desire. That's how I call it, It's not really a portrait that you see a physical, but it's more to do with my emotion level. I got the opportunity to learn under one of the great master, living master at that time, and he has a lineage going back to the 5th Dalai Lama, and since then the lineage are mostly court painter. Yeah, 1, 2, 3. Yeah, and then 1, 2, 3. So all are like, as I told you, there's a bulk of, Right, so even if it's been widened around, it's still, 1, 2, 3. In the field, they don't know the real elements of fire because they often learn deities with the fire attached to it, so they don't learn independently the fire. My master, his name is Rinzin Pedro, and during my course of learning Thangabeni, we have around 25 students, at that time, and he didn't live long. He died quite young, around 55, if I'm not wrong.
Yeah, but he looks very old, older than that because of this suffering that he went through during the occupation and cultural revolution. What I heard from his mouth when the invasion came in 1951, the Chinese has already marched inside the Lhasa. There's lots of trauma inside Lhasa and everything. And then the uprising happened. So almost like all through the Cultural Revolution, up to 1980 or 85 or something like this, he is not allowed to paint Thangka. And because of that status of him, of old Tibet, he was a public enemy. Yeah. So what he does is he paints during the night in the country, and sometimes he paints during the day. Yeah. But he has a bed, and then the window, and then there's an altar here, and then he has a marble in front, and then he paints during the day, and he has a little space behind the altar. Anybody comes, he put the Thangka behind, and then pretend he is reading a book, that book. Yeah. So that one Thangka he managed to paint, yeah, during that time of Cultural Revolution. Yeah. In the activism in Nepal. My bigger idea is to go to Tibet to learn Thangka, but then the fate has a different ideas. In 1996, 10th of March, at that time I was working in one retreat center in Swansea. We burned this 8-meter long Chinese flag after the function of official function in 10th March. We were put in jail for 3 days. Yeah. I couldn't go back to Tibet because it involved too much activism from my own initiative. D'après ce que je comprends, tu dis qu'il garde la lignée il reste dans les Thangka. Est-ce que s'il veut trouver un marché plus important, c'est peut-être pas ce qu'il souhaite, est-ce qu'il n'a pas intérêt à, comme ont fait d'autres peintres, à sortir un peu de cela et partir tout en restant dans ce même style qu'il a dans d'autres aspects? Parce qu'il y a des peintres tibétains qui ont pas trop mal réussi sur le marché occidental, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, qui sont même restés à Lhasa, même s'ils sont venus de temps en temps en Occident. Parce que s'il est resté là-dedans, c'est ça. Ben, en fait, il pratique, donc il s'est tourné vraiment à un moment donné à 100% vers l'art occidental. Il en est revenu à la peinture de Thangka aussi parce qu'il a des demandes de la part d'étudiants qui veulent apprendre, là on voit un peu dans le film une occidentale. Il y a une certaine demande de la part, là elle est australienne, mais il y a aussi des Japonais, des Coréens, beaucoup de Russes et d'Asiatiques de l'Asie centrale qui viennent se former à Dharamsala et notamment auprès de lui
pour certaines figures de style, typiquement tibétain, qu'on retrouve aussi dans d'autres arts asiatiques. Donc il y a une continuité peut-être plus là. Mais de vivre de tanka, c'est très difficile parce qu'en fait, il n'y a pas la clientèle. Il n'a jamais eu l'idée de s'inspirer, de partir de l'idée des tankas, de ce qui représente le tanka, pour faire abstraction de ça et avoir une autre image, en fait. Parce que c'est ce qu'ont fait les autres peintres tibétains, en fait, qui ont réussi. Ils ont gardé les sources, certaines techniques et autres, et après, ont récupéré aussi des éléments occidentaux pour faire leur propre peinture. Oui, il fait des expositions de ces peintures qu'on voit dans le film, qui sont plutôt de l'art contemporain. Il y a des expositions, mais il y a quand même un marché assez restreint qui, en plus, il me semble, en ce moment, est en train un peu de descendre, en fait. Ouais. Juste une question, est-ce que c'est envisageable pour lui aussi la restauration de peintures de tanka anciennes, de récupérer enfin, ce patrimoine qui est un peu, à mon avis, assez délaissé? Il y a des tankas dans les monastères qui sont abandonnés parce qu'ils n'ont pas besoin. Mais peut-être là aussi c'est une question économique, je ne sais pas s'il y a des fonds. C'est-à-dire de restaurer penser à restaurer des tankas originaires, anciennes, dans des monastères, vu qu'ils ont la capacité, enfin, mieux que d'autres, peut-être devenir restaurateurs, je ne sais pas. Karma Siche ne fait pas de restauration, en fait, ouais. Il est pourtant dans une lignée, enfin, et encore, même pour l'art contemporain, il travaille beaucoup avec les matériaux traditionnels, en fait, qui se procurent dans des endroits très spécifiques, etc. Donc c'est à 100% naturel, mais il participe à des projets de restauration. D'autres questions? Moi j'ai une question. Donc, en visionnant votre film, l'artiste Karma Siche avait un point de vue, je dirais, pas contraire, mais très novateur en fait sur déjà l'art, son utilisation et le rôle que joue l'art en fait pour la communauté en exil. Est-ce que vous pouvez me dire comment il est reçu de la part de la communauté tibétaine vis-à-vis de son positionnement sur déjà l'art, mais aussi sur tout ce qui englobe en fait l'aspect politique? C'est quand même un artiste qui vit à Dharamsala, en Inde, mais il est un peu en décalage, ou c'est peut-être en fait la communauté tibétaine en exil qui est en décalage, mais en tout cas, voilà, la coexistence entre son point de vue et l'environnement où il est. Comment il est situé et reçu par la communauté tibétaine en exil? Il est très reconnu en tant que peintre de tanka parce qu'il a donc son deuxième maître en fait qui est très très connu aussi, Amdo Jampa, il s'appelle, qui était au Tibet, qui est sorti du Tibet très tard dans les années 80, qui est venu en exil que pendant quelques années et qui a une particularité en fait parce que c'est un peintre de tanka traditionnel qui a appris dans les années 50, donc quand les Chinois étaient déjà sur place. Il a été envoyé à Pékin apprendre la peinture réaliste. En tibétain, c'est parti réaliste, enfin photographique en fait. On peut traduire comme ça aussi. Et il a peint notamment, enfin moi, ce que j'ai vu, au nord de l'Inca, une série de portraits du Dalai Lama réalistes. Et quand il est venu en exil, le Dalai Lama l'a tout de suite reconnu et lui a demandé de donner des enseignements. Donc il a donné des enseignements, mais il s'est heurté à d'autres peintres de tanka et enseignants notamment, qui trouvaient que c'était trop chinois. Puisque ce côté réaliste n'existait pas au Tibet réellement, c'était lui qui l'avait amené, si on peut, qui avait innové à cette époque dans les années 50. Donc il s'est retiré, il aurait déclaré d'après Karma, bon, puisque c'est ça, de toute manière il y a beaucoup de travail au Tibet, je retourne au Tibet, ils ont vraiment besoin de moi, j'ai rien à faire ici. Le Dalai Lama a pu le convaincre de rester, donc il est resté encore un peu plus.
il se serait frité avec d'autres enseignants de peinture de Tonka pour ensuite partir. Il a laissé des traces en exil. Il y a dans la salle des ministres, il y a une grande peinture qui est très traditionnelle qui montre les 3 grands rois tibétains et que l'on trouve dans beaucoup de monastères et qu'il a fait lui à partir de toujours ce style réaliste. Mais c'est une peinture qui est en quelque sorte cachée en fait. Donc on est dans une... Oui, en fait c'est l'innovation qui n'a pas été acceptée par, je dirais pas tous les Tibétains, hein, mais par certains Tibétains ça n'a pas été accepté, cette nouveauté, et où se pose en fait la question de la préservation. Qu'est-ce que c'est préserver? Karma, il dit on ne peut pas préserver sans innover, il faut aussi de l'innovation, on ne peut pas toujours tourner en rond, comme ça a été peut-être fait avec les Tonka, là, c'est juste un exemple que je montre dans le film, et on voit à Katmandou c'est la même chose, et il y a des faux, entre guillemets, des faux Tonka imprimés partout, au Tibet d'ailleurs aussi, c'est la même chose. Et donc, Karma, il est vraiment reconnu pour son art de Tonka. Il y a aussi des gens qui apprécient l'art contemporain. Il n'y a peut-être pas une grande communauté de Tibétains exilés en Inde qui est sensibilisée à ça. Mais il y a quand même des artistes, et là plus larges, musiciens, écrivains, peintres, etc., qui se mettent ensemble et qui ont créé des collectifs ces dernières années et qui arrivent un peu à percer, peu à peu. Ça prend du temps. Ça prend du temps peut-être aussi pour le gouvernement d'acter l'intérêt qu'il y a. J'ai eu par hasard l'occasion d'aller à un festival culturel du Tibet à Delhi l'été dernier, où il y avait pour la première fois un panel avec des artistes qui a fait salle pleine en fait, mais vraiment salle pleine, et c'était inattendu pour les organisateurs. Ils ne se rendaient pas compte de l'intérêt en fait qui existe là, de la part il y avait beaucoup d'Indiens surtout, mais aussi des Tibétains. Donc ouais, c'est difficile de percer, mais ça viendra peut-être. Merci. Vous avez d'autres questions? Du coup, je repose une question. Du coup, qu'est-ce qui vous a en fait finalement poussé à réaliser ce film? C'est votre premier film réalisé ou il y en a eu d'autres avant? Il y en a dans la série, il y en a eu d'autres, tout à fait d'autres, et un autre portrait artistique qui était beaucoup plus simple. En fait, tous les 2 films accompagnaient une recherche. Donc derrière là, il n'y a pas encore l'article, il y a le film pour l'instant, mais pas encore l'article qui viendra. L'autre film, c'était sur une artiste femme, Pékar, qui vit au Tibet, enfin en Chine, en fait, à côté du Tibet, à Chengdu, qui a vécu aussi un certain temps en Inde. Et là, ça montre donc son art au Tibet. Et c'est un autre aspect de la culture tibétaine, en fait, là, qui ressort, parce que je laisse le choix, hein, je ne dirige pas, je ne dis pas, il faut que tu dis ci ou ça. Donc, je laisse vraiment le choix à la personne. Donc là, elle présente une série de sculptures qui représente une épopée tibétaine, l'épopée de Gesar, qui est une des plus longues épopées du monde, qui est chantée oralement, transmise par inspiration même, qui peut se réciter pendant 2 semaines entières à la langue, et qui raconte donc de Gesar, qui est le héros, qui est entouré d'une armée, et elle a fait des sculptures de l'armée, c'est une sculpture énorme de 4-5 mètres de hauteur et de longueur, et plusieurs plaques comme ça, qui n'ont jamais été finies parce qu'il manquait de l'argent, mais qui sont censées décorer un podeste sur lequel est érigée une statue de Gesar. C'est un peu devenu le symbole tibétain, surtout au Tibet, parce que c'est étrangement un symbole qui est accepté par les Chinois, même soutenu financièrement parlant. Donc il y a une grande statue avec ses plaques autour, et ce film, donc elle raconte de son art, comment elle a fait, mais aussi de ce que ça veut dire en fait dans la culture tibétaine, l'histoire qui est autour, et l'épopée. Nous aurons le plaisir de... Et puis il y en a un 3e qui va venir bientôt, j'espère. Merci. D'autres questions?
Mais je me demandais, qu'est-ce qui vous a en fait vraiment poussé à choisir cet artiste peintre en particulier? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous avez trouvé pertinent en fait dans son travail, mais aussi dans sa position, dans le message qu'il veut faire passer? Ou qu'est-ce qui vous a vraiment... Voilà, ça m'intrigue. Oui. En fait, là, je dois avouer, hein, en tant que chercheur, on est censé être objectif. Là, je passe quand même beaucoup par le subjectif. C'est que j'ai vraiment apprécié son art, en fait. Donc, c'était le premier choix. D'accord. Après, ça aurait pu capoter. En effet, sur la parole, une personne qui ne sait pas s'exprimer, ça aurait été difficile, mais... Merci. Merci bien. Merci beaucoup, d'abord. Vous avez évoqué à 2 reprises dans vos commentaires l'attitude du gouvernement chinois. Alors, j'avais repéré dans le film déjà qu'une fresque murale qui retraçait l'histoire du Tibet avait été préservée. Et vous avez ensuite parlé de cet artiste qui faisait ces grandes statues, etc., qui avait également eu une sorte d'aval ou d'approbation ou de soutien du gouvernement chinois. Alors, en matière culturelle, est-ce que le gouvernement chinois essaye de préserver une certaine forme d'art traditionnel, essaye de se l'approprier en prétendant que ça fait également un peu comme d'autres caractéristiques de la culture tibétaine dont on dit qu'elles sont chinoises? Et ou est-ce qu'ils essayent plutôt de subvertir, d'accaparer cette culture tibétaine? Je crois qu'il y a une attitude très paradoxale de la part du gouvernement chinois. Il y a d'une part une préservation qu'on ne peut pas nier, hein, comme par exemple là les peintures de ce peintre Abdo Djamba qui était très connu et reconnu au Nord-Bolinka, donc c'est le palais d'été des Dalai Lama, qui a été très, très bien restauré. Il y a aussi beaucoup de préservation au Potala, à l'intérieur du Potala. Mais tout ce qui était autour du Potala a été même rasé, il y avait tout un village autour, donc tout ça, ça a été rasé. Donc c'est paradoxal, il y a des parties où il y a préservation, il y a des parties où, là récemment, il y a eu le scandale au monastère à côté de Déagué, qu'on voulait raser pour faire des dames. Ouais. Et oui, donc parfois ça marche pas. Pour ce qui est des artistes, oui, on peut parler avec un langage secret à travers la peinture. Donc là, pour l'autre artiste qui vit en Chine, elle est très critique, mais elle a eu les subventions du gouvernement. Mais derrière, on peut lire dans son œuvre des critiques très claires qui passent là. C'est pareil un peu pour les écrivains qui doivent tordre un peu les mots, parfois utiliser des détours. Je rappelle cette biographie écrite par un Tibétain du Nord-Est où il utilise la figure d'un enfant jeune et les yeux un peu innocents d'un enfant qui parle des horreurs de la révolution culturelle. Donc, il y a des possibilités de jongler un petit peu. Alors, question symétrique. Quid du gouvernement tibétain en exil? Est-ce qu'il a une politique en matière culturelle ou est-ce qu'il se contente de maintenir? Parce que l'artiste peintre qu'on vient de voir semblait reprocher une certaine inertie, enfin une certaine sclérose dans une tradition qui n'évoluait pas. Alors est-ce qu'il y a une véritable politique de ce côté-là ou est-ce que c'est plus une politique au fil de l'eau? Il y a une politique, bien sûr, il y a un département de la religion et de la culture, des institutions culturelles, il y a de l'enseignement, c'est important, qui est organisé dans certaines institutions qui ont été fondées exprès. L'une des institutions s'appelle Nord-Bolinka, comme le palais d'été à Lhasa, mais ce n'est pas la même chose. Il y a un institut culturel où on peut apprendre beaucoup d'art, mais après, le Tibet est très grand, il y a une longue histoire écrite, etc. Donc, il fallait peut-être à un moment donné trancher aussi qu'est-ce qu'on préserve, qu'est-ce qu'on ne peut pas préserver, ou qu'est-ce qu'on ne peut pas préserver peut-être. Donc il y a eu des tranchements. Et pareil pour la musique aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées, je pense, à force de devoir aussi trancher. Et peut-être pas sensibiliser aussi les jeunes générations, en fait. J'ai un peu cette impression.
Oui. Merci. Vous avez d'autres questions? Profitez-en, elle est en présence parmi nous. Sur le film, plus des remerciements, de grands remerciements. D'accord. Du coup, je vous remercie.